Lors du dîner de famille, ma sœur s'est penchée en arrière, souriant en lançant la phrase qu'elle avait gardée pour la fin de la soirée. « Tu ne seras jamais propriétaire. » Papa a hoché la tête, satisfait. « Contente-toi de louer pour toujours. » Tout le monde me regardait, attendant que la gêne s'installe, attendant la fissure dans ma voix ou la brûlure dans mes yeux. Je ne leur ai donné ni l'un ni l'autre. J'ai simplement inspiré lentement, posé ma fourchette et dit « Vous avez probablement raison. » Mais alors que la pièce se détendait, pensant que le moment était passé, quelque chose de plus vif s'est installé en moi. Car le lendemain matin, avant que quiconque ne se réveille, j'ai passé un unique appel, un appel qui allait réécrire toute l'histoire qu'il pensait contrôler. Je m'appelle Aurore, et d'aussi loin que je me souvienne, ma famille a mesuré le succès en mètres carrés, en taux d'emprunt et au volume sonore auquel on pouvait se vanter de ses rénovations pendant le dîner. J'ai grandi en apprenant à prendre le moins de place possible dans des conversations qui ne semblaient jamais m'être destinées. Célia a toujours été l'étoile brillante, l'élève avec les meilleures notes, le curriculum vie parfait, la fille qui avait sa vie en main. Quand elle a acheté sa maison vers la fin de la vingtaine, mes parents l'ont traitée comme un trophée de famille, astiqué à chaque réunion. Je n'ai jamais corrigé leurs suppositions à mon sujet. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils avaient déjà écrit le scénario. J'étais la fille qui aimait louer, celle qui n'était pas faite pour le stress de la propriété. L'enfant silencieuse qui devait certainement avoir des difficultés mais qui était trop polie pour l'admettre. Ils ne m'ont jamais interrogé sur mon travail au-delà d'un « Comment ça va, ton truc de conseil ?» à moitié intéressé. Ils ne savaient pas que ce n'était pas du tout du conseil. C'était des acquisitions, de la sélection de locataires, de la budgétisation de rénovation, des projections de flux de trésorerie, des choses dont ils ne m'auraient jamais imaginé capable. Je ne le cachais pas par peur. Je le cachais parce que leurs applaudissements étaient toujours réservés à la personne la plus bruyante de la pièce, et je n'avais aucun intérêt à me donner en spectacle. Il y a 2 ans, par une nuit froide de fin d'automne, mon téléphone a sonné avec le nom de Célia. Sa voix tremblait avant même que je dise bonjour. Elle avait perdu son travail, et l'hypothèque de 2800 € par mois l'avalait toute crue. « S'il te plaît » a-t-elle chuchoté. « Ne le dis pas à maman et papa. Ils ne peuvent pas savoir que j'ai échoué. Je te rembourserai dès que je serai de nouveau sur pied. » J'ai entendu la terreur dans son souffle, et pendant un instant, elle n'était plus l'enfant prodige. Elle était juste ma sœur, effrayée de tomber du piédestal que tout le monde avait construit pour elle. Alors, j'ai aidé. 1 mois, puis 3, puis 6. À la fin de la première année, les paiements étaient devenus automatiques, prélevés discrètement de mon compte professionnel, sans que personne d'autre que moi ne le remarque. Elle a fini par trouver un nouvel emploi, mais le salaire était plus bas, et le style de vie auquel elle s'accrochait n'a pas diminué pour autant. La maison, les améliorations, l'image, tout dépendait d'un argent qu'elle n'avait pas et d'une fierté qu'elle refusait d'abandonner. Pendant ce temps, je continuais d'élargir mon portefeuille, achetant un duplex près de la Saône, un triplex sur la Presqu'île, quelques maisons individuelles dans des quartiers stables. 17 propriétés au total, chacune se remboursant tranquillement, et même plus. Je vivais simplement, m'habillais simplement et restais silencieuse, non pas par manque d'ambition, mais parce que le bruit n'a jamais rien construit de durable. Mais hier soir, à cette table, quand Célia a ri et a annoncé mes prétendues limites à toute la famille, quelque chose a changé. Ce n'était pas l'insulte elle-même. C'était la confiance qui la sous-tendait. La certitude que je resterais toujours petite pour qu'elle puisse rester grande. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait tort. Le matin après ce dîner était d'un calme étrange, le genre de calme qui s'installe après une tempête. Lourd, plein d'attentes, attendant presque que vous décidiez si vous allez reconstruire ou laisser les décombres. J'ai fait du café, ouvert les stores de mon petit appartement d'une chambre et laissé la lumière froide se répandre sur le parquet. Pendant un instant, je suis resté là, à respirer, laissant le souvenir de la nuit dernière se rejouer en flash vif et humiliant, le rire de Célia, le hochement de tête de papa, les yeux autour de la table, cherchant les fissures sur mon visage. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message de Célia a illuminé l'écran. Une photo de sa cuisine, avec un nouveau dosseret installé, suivi d'une autre phrase qui m'a retourné l'estomac, je pense à rénover la salle de bain principale ensuite. Autant continuer à prendre de la valeur. De la valeur. Le mot m'a frappé plus durement que l'insulte. Elle parlait de prendre de la valeur en utilisant de l'argent qui n'était pas le sien. De l'argent que je lui avais discrètement transféré chaque mois pendant 2 ans.
de l'argent qu'elle utilisait pour polir une vie construite sur des fondations chancelantes. J'ai regardé la photo, des carreaux brillants, des lumières chaudes sous les placards, et j'ai senti une prise de conscience s'installer en moi comme de l'acier froid. Je l'avais aidé à survivre, oui, mais je lui avais aussi permis de se donner en spectacle, de briller pendant que je me tenais derrière le rideau, tenant les décors. Plus maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur portable, affiché le tableau de bord de mes propriétés locatives et parcouru les chiffres. 17 propriétés, taux d'occupation stable, revenus en hausse. Des mois de rénovation et de sessions de planification nocturne m'avaient amené ici, un succès discret, un contrôle discret, un pouvoir discret. J'avais passé des années à vivre en dessous de mes moyens, tandis que Célia vivait bien au-dessus des siens, et d'une manière ou d'une autre, le monde la croyait responsable. L'hypocrisie piquait, mais pas autant que mon propre silence. J'avais laissé faire. Le téléphone vibrait toujours. Un autre message de Célia, la rénovation de la salle de bain pourrait être chère, mais ça ajoutera une tonne de valeur. Ça en vaut totalement la peine. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur le contact de Jeanne. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, chaleureuse comme toujours. Bonjour, Aurore. Quoi de neuf? Je me suis assise à ma table de cuisine, le bois frais sous mes paumes. Je dois faire un changement, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. N'accepte plus ces paiements de loyer. À compter du mois prochain. Une brève pause, douce mais lourde de sens. Tu es sûr? J'en suis sûr. D'accord, je mettrai tout à jour de mon côté. Quand l'appel s'est terminé, j'ai gardé mes mains sur la table, laissant le calme s'installer. La décision ressemblait à une encre que l'on jette, lourde, irrévocable, mais nécessaire. 2 ans de soutien, 2 ans de secret, 2 ans à laisser ma sœur et toute ma famille croire en une version de moi qui n'avait jamais été vraie. Il était temps que la vérité rattrape son retard. Je ne savais pas exactement comment ma décision se déroulerait, mais je savais une chose avec une certitude absolue, Célia était sur le point de sentir le sol se dérober sous ses pieds. Célia n'a pas remarqué le paiement manquant tout de suite. Elle ne le faisait jamais. Elle était habituée à une vie douce, prévisible, où l'argent apparaissait exactement quand elle en avait besoin, où des filets de sécurité la rattrapaient avant même qu'elle ne réalise qu'elle tombait. Mais 3 jours plus tard, juste après midi, mon téléphone s'est allumé avec son nom. Je savais déjà de quoi il s'agissait avant de répondre. Aurore? Sa voix tremblait légèrement. Il s'est passé un truc bizarre avec mon paiement d'hypothèque. Le virement n'est pas passé. Est-ce que ta banque a eu un problème ou quelque chose comme ça? Je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour que la vérité puisse respirer entre nous. Non, ai-je dit, il n'y a pas eu de problème. Une inspiration brusque. D'accord. Alors, c'est retardé? Je peux m'attendre à le recevoir ce soir ou demain. Non, il n'arrivera pas. Le silence à l'autre bout du fil n'était pas du tout silencieux. C'était la panique piégée dans une mince coquille de fierté. Comment ça, il n'arrivera pas? A-t-elle chuchoté. Je t'ai soutenu pendant 2 ans, ai-je dit d'un ton égal. 24 mois de paiement. Cela se termine maintenant. Son sang-froid s'est immédiatement fissuré. Aurore, tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas payer la totalité de l'hypothèque en ce moment. Je t'ai dit que j'avais juste besoin d'un peu plus de temps. Tu as dit ça il y a 1 an. C'était différent. Sa voix est montée, puis a vacillé. Je vais bientôt avoir une promotion, et la rénovation de la salle de bain augmentera la valeur de la propriété. J'ai juste besoin que tu sois patiente. Patiente? Le mot avait un goût amer. Célia, ai-je dit doucement, j'en ai fini de te maintenir à flot pendant que tu prétends te débrouiller toute seule. Il y eut une petite expiration furieuse, moitié incrédulité, moitié dégoût. Et alors? Tu me punis à cause de ce que j'ai dit au dîner? Tu es dramatique. Tu sais que je ne le pensais pas comme ça. Tu pensais chaque mot. Elle est redevenue silencieuse. La vérité n'avait nulle part où se cacher. Mais pourquoi maintenant? A-t-elle finalement demandé, la voix brisée. Pourquoi choisirais-tu ce moment précis pour me couper l'herbe sous le pied? Parce qu'hier soir, pour la première fois, j'ai vu la situation clairement. Mon silence était devenu une permission. Mon soutien était devenu un dû.
Et mon affection était devenue un bouclier derrière lequel elle se cachait en se moquant de moi à table. Mais je n'ai rien dit de tout cela. J'ai simplement répondu, parce qu'il est temps. La respiration de Célia est devenue irrégulière. Je ne peux pas perdre la maison, Aurore. Je m'effondrerai s'il découvre que je n'ai pas pu suivre. Maman et papa vont. C'est ta responsabilité, l'ai-je interrompu doucement. Pas la mienne. Elle a alors commencé à plaider, des promesses rapides, désordonnées et émotionnelles de réduire ses dépenses, de trouver un travail mieux payé, de me rembourser un jour. Tout cela semblait douloureusement familier, recyclé de 2 ans de report. Je ne suis plus ta solution, ai-je dit. Tu dois découvrir ce que signifie réellement vivre selon tes moyens. Pendant un long moment, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a raccroché sans dire au revoir. 2 heures plus tard, un nouveau texto est apparu sur mon écran. J'organise une réunion de famille ce soir. Les mots brillaient comme un avertissement, mais je n'ai pas ressenti de peur. J'ai senti la vérité prendre sa première grande inspiration. Le salon semblait plus petit que d'habitude quand je suis entré ce soir-là, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à ce qui allait arriver. Maman était assise sur le canapé, se tordant les mains. Papa se tenait près de la fenêtre, le dos raide, la mâchoire serrée. Oncle Martin flottait près de l'entrée, comme s'il voulait une place au premier rang pour le spectacle. Et Célia. Elle se tenait au centre de la pièce, les yeux rouges, le maquillage bavé, essayant d'avoir l'air calme mais échouant à chaque respiration. Elle n'a pas attendu que je m'assoie. Dis-leur, a-t-elle dit, la voix mince et aiguë. Maman a froncé les sourcils. Nous dire quoi? Célia a dégluti difficilement, sa gorge se soulevant. Je ne peux pas payer les mensualités de ma maison. Maman a cligné des yeux, confuse. Les sourcils de papa ont tressailli, pas tout à fait de l'incrédulité, mais pas loin non plus. Je n'ai pas dit un mot. Célia a continué, la voix brisée, je n'ai pas pu le faire depuis 2 ans. Un long silence. Puis Martin a toussé. 2 ans? Ses yeux se sont tournés vers moi, puis se sont détournés. Aurore m'a aidé. Papa s'est redressé. T'as aidé comment? Une autre respiration tremblante. Elle a payé mon hypothèque. Maman a laissé échapper un petit hoquet, sa main volant vers sa poitrine. Papa a regardé Célia comme si elle venait d'avouer avoir mis le feu à la maison. 2800 € par mois, a-t-il murmuré. Chaque mois. Oui, a chuchoté Célia. Tous les yeux se sont tournés vers moi. Le choc, la confusion et l'embarras se sont mêlés en un lourd silence. Papa a finalement réussi à dire, mais Aurore est locataire. Elle a à peine. J'ai à peine quoi? Ai-je demandé, ma voix calme et assurée. À peine à gérer ma vie? À peine à rester à flot? À peine à comprendre l'argent? Son visage est devenu rouge vif. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un mince dossier, le même résumé que Jeanne préparait pour des situations comme celle-ci. Je l'ai posé doucement sur la table basse et l'ai fait glisser vers lui. Tu devrais peut-être regarder ça avant de finir ta phrase. Papa a hésité, puis l'a pris. En lisant, la transformation sur son visage était presque cinématographique, confusion, incrédulité, puis une immobilité stupéfaite. Il a regardé maman, puis de nouveau le papier. 17 propriétés, a-t-il chuchoté. Maman s'est penchée pour lire par-dessus son épaule. Revenu locatif. Valeur marchande. Ces chiffres. Sa voix s'est éteinte. Les yeux d'oncle Martin se sont agrandis. Il est écrit ici que ton portefeuille vaut environ 3,8 millions d'euros. Papa a lentement baissé le papier. Aurore, est-ce que c'est vrai? C'est exact, ai-je dit simplement. Je gère mes propres propriétés d'investissement depuis des années. La pièce a sombré dans un autre silence, cette fois plus lourd, plus dense. Célia ne pouvait regarder personne. Sa respiration tremblait alors qu'elle essuyait ses yeux. Tu n'as jamais rien dit, a murmuré maman. Vous n'avez jamais demandé, ai-je répondu. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait l'air plus petit, en quelque sorte, moins sûr du monde qu'il avait construit dans sa tête. Pendant tout ce temps, nous pensions. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit, et je ne vous ai pas corrigé. C'était mon choix. Célia a finalement relevé la tête. Je ne voulais pas que quiconque sache que j'avais des difficultés, a-t-elle dit.
Je ne supportais pas l'idée d'être moins. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Alors j'ai laissé Aurore m'aider et je me suis dit que c'était temporaire. Mais ensuite, les rénovations, les réparations. Tout est devenu plus cher, et j'ai juste. Tu as juste fait semblant que tout allait bien, ai-je terminé pour elle. Elle a hoché la tête, les larmes coulant. Je suis désolé. Je ne voulais juste pas perdre la vie pour laquelle j'avais travaillé. Tu n'as pas travaillé pour elle seule, ai-je dit doucement. Et c'est là le problème. Papa s'est avancé, la culpabilité marquant son expression. Aurore, nous avons été injustes avec toi. Oui, ai-je dit, sans méchanceté. Vous l'avez été. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu réussissais? Pourquoi cacher quelque chose de si merveilleux? Parce que je n'avais pas besoin d'applaudissements pour connaître ma valeur, ai-je répondu. Mais j'ai besoin de limites, et j'aurais dû les fixer plus tôt. Célia m'a regardé désespérément. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Peux-tu s'il te plaît continuer à m'aider jusqu'à ce que j'aie ma promotion? Je m'occuperai du reste, je le jure. Non, ai-je dit. Plus maintenant. Son visage s'est décomposé. Aurore, s'il te plaît. Je t'aime, ai-je dit gentiment. Mais je ne financerai pas un style de vie que tu ne peux pas te permettre. Tu as 30 jours pour décider quoi faire de la maison. La vendre, la refinancer, prendre plus petit, mais c'est à toi de t'en occuper, pas à moi. Elle a secoué la tête, les larmes coulant maintenant librement. Ils vont penser que j'ai échoué. Papa a parlé avant que je ne puisse le faire. Tu n'as pas échoué parce que tu avais besoin d'aide. Tu as échoué parce que tu l'as caché et que tu as prétendu être meilleur que la personne qui t'aidait. Célia a tressailli comme si les mots l'avaient frappé physiquement. Maman s'est approchée, posant une main sur son bras. Ma chérie, tu n'as pas à nous impressionner. Tu dois juste être honnête. Mais je ne l'étais pas, a chuchoté Célia. Pas pendant 2 ans. Et maintenant, ai-je dit doucement, tu as l'occasion de l'être. L'atmosphère dans la pièce s'est adoucie, même dans sa tension. La vérité avait tout reconfiguré, chaque supposition, chaque jugement, chaque piédestal. Pour la première fois depuis des années, personne ne faisait semblant. Papa m'a regardé, sa voix plus basse que je ne l'avais jamais entendue. Aurore, je te dois des excuses. De vraies excuses. Je sais, ai-je dit. Mais nous pouvons y arriver. Lentement. Célia a essuyé son visage, respirant de manière saccadée. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais, ai-je dit, mais tu l'as fait. Et maintenant, nous réparons ça en étant vrai. Nous tous. Personne n'a bougé pendant un long moment. L'air semblait différent, plus léger par endroits, plus lourd à d'autres, mais il était honnête. Et pour la première fois, cela suffisait. 30 jours sont passés plus vite que nous ne l'aurions cru. Célia a tout essayé, des feuilles de budget, des petits boulots, des candidatures tard le soir, mais les chiffres ne correspondaient jamais à la vie qu'elle avait construite sur une stabilité empruntée. Quand la maison a été mise en vente, elle a pleuré en silence en faisant les cartons, le genre de larmes qui viennent non pas de la perte d'une maison, mais du fait de faire face à la vérité sans bouclier. Je l'ai aidée à déménager, non pas avec de l'argent, mais avec mes mains, en portant des lampes, en scotchant des boîtes, en chargeant sa voiture. Elle s'est à nouveau excusée entre 2 respirations, plus doucement cette fois. Sincèrement. Je pensais que vendre signifiait que j'avais échoué, a-t-elle dit alors que nous étions dans son salon vide. Mais peut-être que l'échec, c'était de prétendre que je n'avais pas besoin d'aide. Ce n'est pas un échec, lui ai-je dit. C'est un alignement. Ta vie correspond maintenant à tes revenus. C'est ça, la stabilité. Son nouvel appartement était plus petit, plus simple, mais paisible d'une manière que son ancienne maison n'avait jamais été. Pas de paiements écrasantes, pas de panique silencieuse, pas de spectacle. Mes parents ont changé aussi. Papa a commencé à me demander mon avis sur le refinancement de leur chalet dans le Vercors. Maman m'a envoyé des articles sur les tendances immobilières, fière d'une manière plus discrète. Pas de projecteur, juste de la curiosité. Les dîners du dimanche étaient différents. Moins de comparaisons, plus de conversations. Pour une fois, personne ne se vantait ni ne jugeait. Ils parlaient, tout simplement. Célia a commencé à reconstruire ses finances, un pas honnête à la fois. Notre relation, dépouillée de secrets et d'attentes,
ressemblait enfin à de la sororité plutôt qu'à une obligation. Et moi? Je me sentais plus légère, comme si j'avais récupéré un espace que je n'avais pas réalisé avoir abandonné. Avec le recul, j'ai réalisé que la vraie victoire n'était pas d'exposer la vérité. C'était d'apprendre que les limites ne sont pas des murs, ce sont des protections. Ma famille me voit différemment maintenant, non pas parce que j'ai prouvé quoi que ce soit, mais parce que j'ai enfin arrêté de me faire petite. Célia se reconstruit, honnêtement cette fois, et nous sommes plus proches grâce à cela. La paix est différente quand elle n'est pas achetée par le silence. Si vous avez déjà été sous-estimé par les personnes qui sont censées vous connaître le mieux, vous n'êtes pas seul. Partagez votre histoire dans les commentaires et abonnez-vous pour la suite.